Alors, bonsoir plutôt à tous ceux qui sont avec nous. Ce soir, on a normalement une cinquantaine de participants et j'imagine qu'il y aura beaucoup de retardataires qui vont nous rejoindre en cours, mais on va commencer dès maintenant. Dommage pour ceux qui arriveront un peu plus tard. Du coup, je vais essayer de saluer tout le monde. Bonjour Majo, bonjour José, bonjour Maria qui vient de nous rejoindre, bonjour aussi Emmanuel et pour terminer Amadou qui nous a rejoint depuis le début. Alors, je vais rappeler le thème de ce live. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'entrepreneuriat à impact, mais aussi d'investissement à impact. Je vais placer un peu le contexte et préciser pourquoi est-ce que BET Connect, donc l'équipe BET Connect, a tenu à aborder ce sujet-là. Donc, actuellement, nous sommes dans une situation de crise, on va dire, à l'international. Tous les continents sont concernés et l'un des sujets parmi tant d'autres qui ressort aujourd'hui, c'est comment faire de ce monde un monde, comment apporter dans ce monde des projets qui ont plus de sens. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des crises climatiques, à une crise économique aussi et aussi à une ambiance de guerre un peu à l'international. Et donc, nous avons aujourd'hui plus que besoin qu'hier de nous rapprocher, de proposer des projets qui ont des impacts réels dans la vie des populations. Et aujourd'hui, pour aborder ce sujet, nous avons tenu à inviter Rasmé Komoé, qui est chargé d'investissement chez Komoé Capital, qui fait partie de la famille investisseurs et partenaire, un investisseur historique en Afrique subsaharienne et qui se définit comme un fonds à impact. On a aussi Marois, la cofondatrice de Ilecom, qui est une marketplace sociale qui propose des produits d'entrepreneurs comment dire, d'entrepreneurs tunisiens, si tu m'arrêtes si je me trompe, tunisiens ou qui résident en Tunisien et Tunisie, africain, ouais. et africains, voilà. Donc, vous avez commencé principalement par proposer des produits conçus par des entrepreneurs en Tunisie, et là, vous ouvrez au reste de l'Afrique. Ouais, tout à fait. Voilà, super. Je vais vous laisser Rasmé et Marois vous présenter avant de commencer avec les questions. Merci, honneur aux dames. D'accord, merci Obé pour cette présentation. Donc moi, je m'appelle Marwa Moula, je suis la cofondatrice de Ilaikam. C'est un projet à impact. C'est un projet qui est basé entre la Tunisie et la France, donc il est entre les deux continents, l'Afrique et l'Europe. Et le but de ce projet, c'est d'aider les entrepreneurs sociaux qui ont un projet à impact, un produit à impact, à pouvoir se développer sur le marché national, mais également sur le marché international. Donc, pour cela, on fait des programmes de formation, des sprints de formation qui sont basés sur plusieurs sujets, notamment le e-commerce. Et on a mis en place une marketplace sociale et solidaire dans laquelle ils vont exposer leurs produits et ils vont pouvoir les vendre à l'échelle dans le marché international. Donc voilà, ça c'est un peu rapidement le projet. Donc moi je suis tunisienne d'origine tunisienne et je suis basée en France, mais on a une équipe qui est en Tunisie sur place là-bas. Donc voilà, on travaille entre les deux rives. Très bien, merci Marois. Je vais laisser la parole à Rasmé. Merci, Aube. Donc, moi, je m'appelle Rasmey. Komoé, c'est pas mon nom, hein, c'est mais je travaille pour Komoé Capital, qui est, comme Aube l'a bien dit, hein, c'est un fonds d'investissement à impact qui est basé en Côte d'Ivoire et qui investit dans les entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, c'est, si je peux dire, une société fille de investisseurs et partenaires qui est un fonds qui est basé à Paris, qui a mis en place plusieurs fonds locaux et qui a investi aussi en direct sur des entreprises qui sont plus grandes. Komoé Capital a vocation à financer essentiellement les PME en Côte d'Ivoire. Et voilà,
voilà, je suis dans la famille Yépé, donc j'ai fait aussi un an à Teranga Capital au Sénégal. Donc je suis dans la famille Yépé depuis à peu près 4 ans et demi. Depuis la création de l'entreprise. Bah, j'étais là à la création de Komoé Capital. J'étais en stage Mm. avec Donc, deux, trois tu as autres bien stagiaires vu aussi. comment les activités ont pu être lancées, comment la recherche des projets a été avancée sur le terrain. Et du coup, je crois que tu auras beaucoup de choses Ouais, à nous raconter sur ça, sur ces débuts-là, je crois, pendant ce live. ok, ça marche. Merci, du coup, merci Rasmé, merci encore Marwa. Faut savoir que quand on a commencé à réfléchir à ce thème, la première question qu'on s'est posée, c'est mais de quoi on parle? Investissement à impact, entrepreneuriat à impact, de quoi il s'agit? De quoi on parle en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi avoir de l'impact? C'est quoi porter un projet social? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas que le volet rentabilité n'est pas considéré? Est-ce que rentabilité et projet social ne sont pas compatibles? Est-ce qu'un projet social, à partir de quel moment on peut considérer qu'un projet est social et à partir de quel moment on peut considérer qu'un investissement aussi est à impact? Donc, pour s'attaquer déjà à cette première question, à tous ces éléments, qu'on a envie de savoir quand on voit tout ce thème et qu'on lit le mot impact. Je vais te donner la parole, Rasmé, avec une première question. La question que j'ai envie de te poser, du coup, c'est simplement, c'est quoi l'investissement à impact? Alors, c'est une question intéressante. Euh, Investisseurs et partenaires, c'est un des premiers fonds à impact qui s'est vraiment focalisé sur l'Afrique depuis 2002. Je pense que le terme générique d'impact, en fait, est assez large. Donc, je vais plutôt parler de… Donc, faut différencier, bien sûr, en fait, tout ce qui est projet social pur et projet d'impact. Donc, je vais plutôt parler de ce que je connais, donc ce que je connais à Komoé Capital et comment nous, en fait, on définit l'impact. En gros, nous, notre mandat, c'est finalement d'investir dans des entreprises qui n'obtiendraient, en fait, qui ne pourraient pas normalement rentrer en fait dans cette case de l'investissement en private equity, donc de l'investissement en développement et puis en amorçage, parce que déjà c'est un modèle de financement qu'elles connaissent pas et parce que aussi elles peuvent être considérées trop petites pour les fonds d'investissement historiques qui se sont intéressés en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Donc, après, il y a quelques programmes aussi qui se créent, qui commencent aussi à pallier à ça. Notre idée de l'impact, en fait, c'est donc de financer donc des PME et de les financer bien. Donc, je vais m'expliquer. Donc, les financer bien, c'est tout simplement, on ne va pas aller vers une PME et se dire, OK, tout ça, ça ne va pas, il faut virer 3 personnes, on reprend d'autres personnes. Non, notre objectif, c'est de la création d'emplois. Donc, Komoé Capital est entouré d'un certain nombre d'actionnaires qui ont des objectifs d'impact et investisseurs et partenaires est entouré d'investisseurs lui-même qui ont des objectifs d'impact, notamment quand on dit impact, donc c'est amélioration en fait de tout ce qui est objectif de développement durable, donc ce qu'on appelle communément ODD. Je pense qu'ils sont au nombre de 8, si je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est à peu près ça. Et à l'intérieur, on a la création d'emplois, on a l'amélioration à l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, amélioration de l'environnement, on a le côté social, on a aussi le côté gouvernance et lutte contre la corruption. Donc, autour de tous ces aspects-là, nous, lorsqu'on investit dans une entreprise, on met en place un plan d'action qui nous permet de pouvoir répondre justement à tous ces sujets-là. Et donc, tous ces sujets-là, on les englobe autour de ce qu'on appelle l'ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Et on met en place des actions qui permettent donc d'améliorer ces situations ou de les diminuer.
Et donc, voilà, le fonds à impact version Komoé Capital, c'est ça. J'espère que j'ai D'accord. pu répondre un peu à la question. Oui, c'était très clair. Sinon, les participants, je pense qu'ils ils pourront garder leurs questions pour 15 minutes avant la fin pour les 15 dernières minutes avant la fin du live. Du coup, maintenant qu'on sait ça, je vais me retourner vers toi, Marois, pour piloter une plateforme qui, chaque semaine, voit passer des projets sociaux portés par des entrepreneurs qui ont à cœur vraiment de répondre à des problématiques réelles et à des problématiques qui touchent directement les populations. J'ai envie de savoir, selon toi, euh, c'est quoi un projet impact et est-ce que c'est uniquement l'affaire de l'humanitaire? Est-ce que c'est uniquement l'affaire du public et de l'humanitaire, un projet à impact? À quel niveau on intègre la rentabilité dans un projet à impact? Ok. Moi, si je vais définir le projet à impact, c'est un projet qui a pour objectif ou pour mission de résoudre un problème social et ou environnemental. Donc, soit de l'impact, un problème social ou environnemental. Donc, ça peut toucher dans quel domaine? Donc, dans n'importe quel domaine, l'entrepreneur, on peut aussi appeler un entrepreneur impact, c'est lui qui travaille entreprendre dans les projets à impact. Donc, il va s'engager à trouver une solution à une problématique liée à la société et à l'environnement. Et donc, il va créer de la valeur tout en répondant à ces problèmes-là. Il s'agit sûrement, la plupart du temps, c'est des racines des problèmes qui s'engagent, par exemple, comme a dit Rasmé, sur les 17 objectifs de développement durable, c'est 17. Et donc, ça pourrait, par exemple, aider des personnes qui vont tomber dans la précarité, qui sont dans l'exclusion sociale. Par exemple, c'est des projets qui vont aider à avoir une meilleure santé de l'homme. Ça, c'est le côté social. Le côté, c'est des exemples, hein. Le côté environnemental, ça peut toucher, par exemple, impacter positivement l'eau, l'air, les ressources en fait en général, la santé humaine. Et donc voilà, c'est des impacts qui vont être liés directement soit à la société, soit à l'environnement. D'accord, très bien. Et pourquoi avoir décidé de créer une marketplace qui propose des produits essentiellement sociaux? Alors, moi, en fait, parce que c'est un engagement personnel, j'ai habité toujours en Tunisie et quand je suis venue en France, j'ai remarqué, en fait, avec mon entourage, l'importance de prendre soin de l'environnement, de protéger la planète, toutes les problématiques qui nous entourent, la crise environnementale. Donc, je me suis lancée dedans et je me suis dit, pourquoi pas, je serai actrice dans ce domaine-là. Et donc, j'ai commencé par mon pays d'origine, qui est la Tunisie, et je me suis dit, oui, je veux participer au développement durable de ce pays, tout en aidant les personnes qui ont commencé à développer ces types de projets à impact. Donc, moi, je vais aller chercher les porteurs de projets à impact et je vais les aider, soit pour qu'ils puissent vendre leurs produits à l'échelle nationale ou internationale, soit pour développer leurs compétences entrepreneuriat social. Donc voilà, D'accord. c'est un engagement qui était d'abord personnel. Et puis quand je me suis regardée autour de moi, j'ai vu vraiment une problématique qui doit être résolue, qu'on doit faire partie en fait de ce domaine. Super, merci Mawa. Rasmé, après avoir parlé de ce que c'est que, comment dire, un fonds à impact, l'investissement à impact, on a envie, de façon théorique, on a envie d'en venir un peu plus sur du concret. Aujourd'hui, quand on parle d'investissement à impact, très peu d'entrepreneurs savent
ce que c'est. Il y en a même qui n'ont jamais entendu parler de ce type d'investissement. C'est une terminologie qui n'est pas du tout familière. C'est un type d'investissement qu'on ne rencontre pas et qu'on ne découvre pas à tout hasard. Et du coup, j'aimerais comprendre pour toi qui es dans le secteur, pour toi qui es dans le milieu, pour toi, qu'est-ce qui explique ce déphasage-là entre l'existence de tel type de solutions de financement accessibles pour des projets, à des projets à impact, donc des investissements qui ont à cœur de ramener de l'emploi, qui ne repose pas du tout sur des arguments purement capitalistiques. Comment ça se fait que ce type d'investissement ne soit pas assez connu par les porteurs de projets? Alors, bon, déjà, on va, à notre niveau, en tout cas, on va rechercher la rentabilité. La rentabilité, elle reste essentielle pour nous. L'idée de l'investissement à impact, bon, contrairement en fait aux projets de Marwa qui sont purement orientés dans justement la réponse de ces ODD, merci, ils sont 17. Je me suis rappelé que nous, on répondait seulement à 8 actuellement. Mais ouais, donc c'est ça. Et en réalité, nous, ce qu'on fait, si vous voulez, c'est accompagner les entreprises, financer les entreprises autrement. Autrement, à travers de l'accompagnement. Je pense que ce qui fait que… c'est assez étonnant. Moi, je pensais que c'était quand même assez connu parce que ça commence à prendre un peu d'ampleur. Mais bon, si tu le dis, je te crois. Mais je pense que c'est aussi lié aux objectifs de financement et à la sélectivité. Typiquement, chez Comoé Capital, depuis que je suis là, on a rencontré, on a discuté avec plus de 1000 entreprises. Et aujourd'hui, on en a accompagné, tout programme confondu, un peu moins d'une vingtaine. Ah oui, le ratio est… Voilà, donc tout programme confondu. Dans l'investissement pur. Excuse-moi, Rasmé, j'ai accidentellement coupé ton son. Voilà, c'est bon. Donc, je disais, dans l'investissement pur, on en a 11. Ouais, on en a 11. On a 11 entreprises dans notre portefeuille. Et après, le reste, ce sont des entreprises en amorçage qu'on accompagne à travers des subventions et des avances remboursables. D'accord. Donc, tu veux dire que c'est assez compliqué pour vous, en tant qu'investisseur à impact, de trouver des projets qui correspondent à vos attentes? Alors, c'est lié à la sélectivité. C'est lié à la sélectivité, à notre process, à la demande de nos investisseurs aussi. Mm-hmm. Et Qu'est-ce qu'il y a dans cette demande-là qui rend le filtre si strict ou si compliqué à passer? déjà, à notre niveau, on va rechercher des projets qui ont une valeur ajoutée. Donc, valeur ajoutée au sens où, voilà, de l'achat-vente, quand c'est purement de l'achat-vente, c'est des choses qui sont difficiles pour nous en fait de défendre auprès de nos comités. Et le fait de rechercher cette valeur ajoutée-là, ça rend les choses déjà, assez compliquées. Donc, ça élimine déjà beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce que le problème, c'est au niveau des fondateurs qui ne savent pas avoir des projets qui ont une réelle valeur ajoutée. Qu'est-ce qui pose problème dans ce terme? Quel est le problème dans ce terme valeur ajoutée? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Non, mais après, la valeur ajoutée, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'expertise. Ça peut être de l'expertise, donc la partie technique pure. Ça peut être lié au secteur d'activité en lui-même. Ça peut être de la transformation.
Donc voilà, ça peut mettre du service, ça peut être… c'est assez large, hein, des projets à valeur ajoutée. Mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit ça qui bloque les entrepreneurs. À notre niveau, chez Como et Capital, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de projets d'amorçage. Et nous, on recherche des entreprises qui ont un certain historique d'activité pour nous conforter et puis pour avoir ce qu'on appelle aussi ce proof of concept. Et ce proof of concept n'est pas tout le temps là. Et après, financer des entreprises directement en amorçage, ça reste très risqué. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a pu mettre en place avec l'Union européenne justement un programme parallèle, un programme d'amorçage qui permet d'accompagner ces entreprises-là qui seraient frustrées de ne pas pouvoir être accompagnées par nous. D'accord, trop super. Marois, pour revenir à toi, donc tout à l'heure, je te demandais quelle est la place, à quel moment, quelle est l'importance de la rentabilité dans un projet à impact. Je vais revenir sur les questions, sur le sujet plutôt. Comment est-ce qu'on préserve son modèle économique quand on a envie d'apporter, d'offrir une solution qui a du sens pour le maximum de personnes ou, ou qui a un vrai impact sur l'environnement? Sans dénaturer son projet, cette volonté de vouloir bien faire. Ouais, c'est vrai que dire projet à impact, c'est-à-dire la première finalité, c'est de générer de l'impact social et environnemental. Mais il ne faut pas oublier en fait le côté rentabilité. Donc, pour que le projet soit durable dans le temps et qu'il ait de l'impact, en fait, il faut qu'il soit basé sur un modèle économique fiable, un modèle économique qui est fort, en fait, pour qu'il soit un projet durable dans le temps. Et ce n'est pas toujours facile, c'est vrai que parce qu'en fait, on est là focalisé sur l'impact social et environnemental et la rentabilité vient dans un second temps. Mais nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est d'abord, on a voulu en fait se lancer, faire des premiers pas. Donc, on a cherché des subventions. Donc, il y a pas mal de subventions qui sont destinées pour les entrepreneurs à impact, les entrepreneurs qui commencent les projets d'amorçage, comme il a dit Rasmé. Donc, moi, j'ai pas mal regardé et fait des recherches sur ça. Et heureusement, j'ai eu un prix qui m'a permis de lancer l'activité de mon projet et de créer une équipe pour pouvoir travailler sur le projet. Et du coup, ça m'a permis, en deuxième temps, de réfléchir sur mon modèle économique et voir comment il peut être rentable. Des fois aussi, dans les projets à impact, nos bénéficiaires, ils sont déjà dans des situations de précarité. De précarité. Oui, donc eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens pour acheter ou s'abonner acheter des abonnements, par exemple. Donc moi, par exemple, la Marketplace, je propose des abonnements aux entrepreneurs sociaux qui ont vraiment un projet, un produit à vendre, un produit bien construit, bien finalisé. À faible prix, c'est pas énorme, mais aussi je prends des commissions, donc de la vente. Donc je vise des marchés en fait rentables pour pouvoir équilibrer un petit peu le modèle économique. Donc c'est vrai que d'abord c'est pas facile d'être rentable pour un projet, n'importe quel projet classique pour pouvoir commencer, mais aussi pour un projet à impact, c'est encore un peu plus difficile et un peu plus dur, si vous voulez, pour un entrepreneur à impact. Du coup, toi, tu recommanderais en fait
se lancer sur le marché pour ensuite chercher à découvrir quel est le modèle économique qui permet de tenir l'activité. Et avant Bah, ça, c'est complètement après, chacun, illusoire. oui. Chacun son expérience de projet. Moi, par exemple, j'avais pensé juste sur des abonnements pour les entrepreneurs, mais après, je me suis dit, bon, mes bénéficiaires, ils ne seront pas capables d'acheter des abonnements un peu chers. Donc, il faut que je vise, par exemple, la commission sur la vente. Donc, il faut que je trouve une cible qui peut-être m'aider à avoir de la rentabilité. Moi, ça, en fait, ça dépend de chaque expérience. Moi, d'abord, j'étais accompagnée au début sur mon projet avec un incubateur et c'est grâce à leur expertise que j'ai pu m'appuyer et puis valider en fait mon modèle économique. Et je suis encore dans la validation, dans le marché parce que voilà, quand je commence à avoir des clients, je teste, etc. Et pourquoi pas, en fait, un jour, je change de modèle économique. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de souci, en fait. Ouais, faut pas hésiter à pivoter quand on se rend compte qu'il y a d'autres opportunités à saisir. Ouais. Exactement. En fait, Et il faut vraiment être à l'écoute. Il faut aller chercher le marché qui soit rentable, être à côté des gens qui peuvent nous aider à changer d'idée et à aller vers le mieux, en fait. ouais, ouais, ouais. Et dans les projets que vous recevez, que vous distribuez sur la plateforme, est-ce qu'il y a des besoins qui sont mieux couverts que d'autres? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus représentés dans les projets à impact que vous hébergez sur votre plateforme? Est-ce qu'il y a des secteurs, certains besoins qui ne sont pas assez couverts, adressés par les entrepreneurs? Qu'est-ce que tu observes, toi, en général, dans cet écosystème de projets à impact? Bah, en tout cas, en Tunisie, on travaille beaucoup sur l'artisanat. Donc, pour moi, c'est des projets à impact parce qu'ils font des produits à la main, des produits de qualité. Et ils font travailler d'autres personnes. Donc, ils créent de l'emploi et ils font attention à l'environnement. Donc, l'artisanat, tout ce qui est produit fait main, donc on a pas mal de ça, mais c'est juste que c'est pas valorisé en fait, c'est pas mis en avant. Les gens, ils font beaucoup de belles choses, mais ils ne savent pas que c'est quelque chose de qualité, que ici en France, ça se vend avec beaucoup d'argent, en fait. Et ce n'est pas du tout mis en valeur. Et donc, moi, j'interviens sur ce côté-là pour mettre en valeur ce produit, pouvoir, par exemple, les aider à avoir des labels de commerce, par exemple, équitable, de labels de bio, etc., qui leur permettent, en fait, de valoriser leurs produits. Je remarque voilà, qu'il y a l'artisanat, c'est un secteur qui est un peu développé, mais qui n'est pas très valorisé. Donc, dans l'agroalimentaire aussi, on travaille beaucoup sur l'agroalimentaire, donc les produits de terroir. C'est quelque chose qui, voilà, beaucoup de femmes, en fait, travaillent sur ces produits-là, mais en fait, ils ne le vendent pas directement à l'acheteur. Donc, il y a un autre intervenant qui arrive, qui achète tout à des prix bas, et puis ils le vendent à une autre personne, et du coup, voilà, ça perd sa valeur. Et ces femmes-là, ils n'ont pas c'est pas enfin rentable pour eux. C'est pas de l'équité en fait. C'est pas égal. Est-ce qu'il y a, selon toi, c'est un secteur qui devrait être mieux couvert en fait dans est-ce qu'il y a des Bah, problématiques sociales, environnementales qui ne sont pas assez prises en compte par les entrepreneurs? en tout cas, moi, je suis à côté enfin, moi, ce qui m'entoure, les personnes que je accompagne, etc., ce sont tous des projets impact social et environnemental. Je dis peut-être en Afrique, il y a enfin, tout ce qui a un impact, c'est en général, il n'est pas en fait valorisé, il est pas, ces types de projets, ils sont pas assez accompagnés, ils n'ont pas accès à l'information. Euh, c'est les types de tout type de projets à impact. Donc ça, il faut qu'on regarde un peu plus en détail leurs besoins, leurs demandes.
pourquoi pas les financer, les accompagner avec des mini-programmes d'incubation, les aider à avoir des prêts bancaires, etc. Parce que c'est des projets voilà, à impact. Il y a un petit souci au niveau du son, il me semble. Dans l'entrepreneuriat en général. Vous m'entendez? D'accord. Oui, c'est bon. Ah, j'entends pas. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Je C'est t'entends bon. très bien. Oui, Ouais. très bien. Donc je disais, ouais, donc tout type de projet à impact, il n'est pas valorisé. Donc si les gens ils font des produits à la main, des produits pour lutter contre la pollution, par exemple, s'il y a des personnes qui travaillent sur l'eau, sur le compost, par exemple, tous ces projets-là, ils ne sont pas assez mis en valeur, en fait. D'accord. Ok, très bien. Rasmé, j'aimerais savoir, est-ce que quand on investit dans des projets à impact, on est plus apte à accepter le risque que les autres investisseurs ou pas du tout? Oui, je pense que oui. Je pense que clairement, on est plus apte à accepter le risque. Après, le métier veut que ça reste un risque qui doit être mesuré. Euh, je vais juste remettre un peu dans le contexte, hein. En Côte d'Ivoire, on est dans un pays où on a un tissu économique de PME qui est assez dense et beaucoup d'entreprises meurent aussi. Mais voilà, on a beaucoup d'entreprises qui se créent et l'accès au financement reste assez complexe pour ces types d'entreprises-là. Donc, en mon sens, déjà pouvoir financer ce type d'entreprise-là, c'est déjà de l'impact. On a des vrais sujets de formalisation. On a des vrais sujets de formalisation. Beaucoup d'entreprises évoluent encore dans l'informel. On a l'habitude de dire que voilà, il y a des entreprises qui ont 3 états financiers, les états financiers qui donnent aux impôts, ceux qui vont donner à l'investisseur et puis ceux qu'ils ont en interne pour eux. Donc, il y a des efforts justement dans cet objectif de rentabilité, de rentabilité réelle et puis aussi de durabilité. Il y a des efforts aussi qu'on a, nous, de notre côté, pour faire accepter les différents entrepreneurs d'accepter de faire ce passage-là. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs sont très réticents à ce type pas tous les à entrepreneurs, l'investissement. pas tous les entrepreneurs. Ça peut être non, faire le passage à la formalisation. D'accord. Typiquement, on a beaucoup d'entreprises qui restent informelles et qui vont très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le sens de la formalisation, l'État de Côte d'Ivoire fait des choses qui sont quand même assez sympas dans le sens où essaye de s'adapter à la situation et non pas forcément de répliquer ce qui se passe ailleurs. Et du coup, ça permet justement de formaliser beaucoup d'entreprises à des coûts en fait qui sont moins élevés parce que la formalisation a un coût et peut parfois aussi tuer les entreprises. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises sont informelles. Et donc, ce passage-là à la formalisation, le maintien de l'emploi, la contractualisation de l'emploi, pour transformer cet emploi précaire en emploi réel, c'est aussi très important. Donc, oui, nous, on est prêt à prendre son risque. D'ailleurs, très rarement, on rencontre très rarement des entreprises qui ont, dès le départ, des états financiers qui sont clairs, des situations RH qui sont claires, des middle management qui sont clairs. C'est très rare. C'est très rare. Et nous, notre travail, justement, c'est de pouvoir accompagner ces entreprises-là qui, voilà, typiquement, tu vas à la banque, tes états financiers, ils sont bizarres, on ne va pas te regarder.
Tu vas, je sais pas, dans une microfinance aussi, ça va être aussi un peu compliqué. Donc, oui, on doit être prêt à prendre ces risques-là pour pouvoir financer les entreprises. Je vais juste donner un exemple aussi. Donc, en 2020, on a accompagné une entreprise qui s'appelle Ivoire Biofruits. C'était carrément, quasiment de l'amorçage. Cette fois-ci, ça a été accompagné de manière directe. Donc, la prise de risque, elle est réelle parce que c'est de l'amorçage, c'est de la création. Investir directement en prise de participation dans une entreprise agroalimentaire qui est en démarrage, c'est une prise de risque qui est quand même assez conséquente. Mais le risque est mitigé. Donc, le risque, il est mitigé comment? Parce que derrière, on a un marché qui est quand même très déficitaire, très exigeant, parce que ça va demander un certain nombre de certifications. On a accompagné l'entreprise à se certifier bio. Ça entraîne aussi beaucoup d'actions derrière, mais l'impact est énorme. L'impact est énorme. Aujourd'hui, on accompagne plus de 400 producteurs. Donc, on connaît la situation de la majorité des producteurs dans l'agro en Côte d'Ivoire et à accompagner ces personnes-là à améliorer leurs revenus, c'est vraiment intéressant et c'est aussi la raison pour laquelle c'est un travail qui me plaît. D'accord, ok, très bien. Est-ce que aujourd'hui, il y a les alertes qui sont données un peu partout, hein, que le marché du financement va se durcir, que les entrepreneurs vont avoir accès de moins en moins, pardon, au financement. Est-ce que c'est le cas pour l'investissement à impact? Et pour toi qui fais partie d'une grande famille quand même, investisseurs et partenaires est présent un peu partout en Afrique subsaharienne, à Madagascar, au Sénégal, ou encore dans plein de pays, au Burkina Faso aussi. C'est quoi l'avenir de ce type d'investissement-là qui a à cœur de quand même accompagner les entrepreneurs dans leur parcours de formalisation, les aider à avoir certaines compétences pour pouvoir correspondre aux attentes des exigences? C'est quoi l'avenir de ce type d'investissement-là pour les prochaines années et est-ce que ça va être plus compliqué pour les entrepreneurs d'avoir accès à ce type de financement? C'est une question de vision. Désolé. Donc, je pense pas que l'investissement à impact va s'arrêter. Je pense qu'il va évoluer. Je pense qu'il va évoluer. Investisseurs et partenaires, par exemple, a récupéré beaucoup de données aussi depuis toutes ces années. Et le fonds mère, dont je ne veux pas parler pour eux, mais en tout cas, le fonds évolue en fonction de l'environnement et les priorités aussi évoluent. Et je pense que c'est les priorités peut-être qui pourraient évoluer. Après, ça, je pense est-ce qu'on peut y faire grand-chose sur les priorités d'impact? Est-ce que c'est des phénomènes de mode ou est-ce que c'est des volontés étatiques ou des volontés internationales comme les objectifs de développement durable, tout ça. Donc, je pense que mais je ne pense pas que ça va disparaître. Je ne pense pas que ça va être plus difficile. Je ne pense pas que ça va être plus difficile dans le sens où, moi, j'ai juste donné un exemple. Hein, quand j'ai fini mon diplôme, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et à l'époque, des subventions et des concours pour les Africains, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et il y a eu une évolution quand même assez incroyable ces 5-6 dernières années de ce côté-là. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais il y a eu une évolution assez incroyable et les choses se suivent. Les choses se suivent. Au Sénégal, on a créé le Startup Act. En Côte d'Ivoire, ça commence à aller dans ce sens.
Donc, je pense pas. Je pense que la question de l'investissement à impact, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, mais la question du financement, je pense qu'elle continuera à grandir. On le voit même dans le venture capital aujourd'hui, où l'Afrique commence à intéresser de plus en plus de fonds. Donc, les gens parlent, mais j'ai l'impression que la tendance est différente. D'accord, très bien. Marois, pour revenir à toi, est-ce que dans les projets que vous évaluez, vous hébergez sur votre plateforme, vous êtes confronté à pas mal de social washing ou encore de green washing? Et est-ce que c'est juste parce qu'on peut créer 2, 3 emplois que c'est bon, ça y est, on est un projet à impact, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Et est-ce que vous évaluez ça, vous appuyez sur des critères assez précis pour vous dire que ça, c'est vraiment un projet à impact, c'est vraiment un produit à impact? Mhm. Vous m'entendez? Oui, Oui. merci pour cette question. En fait, oui, nous, en fait, on accompagne des jeunes entrepreneurs qui se lancent, en fait. C'est vraiment c'est pas des grandes entreprises, donc comme, je ne sais pas moi, comme H&M qui font du greenwashing, etc. Mais nous, on accompagne des femmes artisanes, des jeunes entrepreneurs qui commencent à se lancer, qui partagent déjà nos valeurs, qui adhèrent aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Mais ça n'empêche que nous, en fait, on fait des entretiens avec eux. Donc, on leur demande des questions, ils vont répondre. Donc, on va voir s'ils respectent les critères de l'impact social et environnemental ou pas. On va voir leurs produits. Donc, et aussi, en fait, on va se déplacer. On va aller les voir sur place, comment ils fabriquent le produit, la chaîne de production, les matières qu'ils utilisent. Est-ce que ce sont des matières toxiques ou pas? Est-ce qu'ils utilisent de l'emballage plastique ou pas? Est-ce qu'ils travaillent dans des conditions de travail justes ou pas aussi? Donc voilà, donc on a toute une équipe qui travaille sur ça, qui vont sur place pour aller vérifier si ces gens-là ils respectent les critères social et environnemental. D'accord. Donc, on Et n'est pas arrivé jusqu'au greenwashing. Donc, d'accord. Pendant la préparation de ce live, tu parlais de la problématique de l'encadrement pour l'entrepreneuriat en impact en Afrique. Tu disais qu'il n'y avait pas de programme d'accompagnement adapté à ce type de projet. Est-ce que tu peux revenir ouais. sur ce sujet-là? Oui, en fait, moi, j'ai commencé mon projet parce que j'ai remarqué que les jeunes entrepreneurs qui ont un produit à impact, ils ne sont pas très accompagnés par soit le secteur privé ou public. Et notamment, en fait, dans la région sud, en fait, par rapport à la Tunisie, tout est capitalisé, tout est centralisé dans le capital. Donc, il y en a 2, 3 incubateurs sociaux qui s'intéressent et qui accompagnent les projets à impact, mais pas dans la partie sud. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai créé ce projet pour aller aider ces jeunes entrepreneurs qui sont dans des régions défavorisées, qui sont dans des situations de précarité, mais qui travaillent quand même et qui ont des idées de projets innovantes, qui font de la valeur et qui ont des produits de qualité qu'on peut les aider à les vendre en Tunisie ou ailleurs. Donc, ils font vraiment quelque chose c'est du commerce en fait équitable. Et moi, je voulais en fait faire de l'e-commerce équitable. Donc voilà. Mais Okay. ça n'est pas encore développé. Mais voilà, tout est centralisé dans la capitale. Dans les capitales. Ça commence à se développer. Avec le Startup Act aussi, on a la labellisation Startup Act, mais qui est destinée pour tout type de projets innovants, d'entreprises innovantes. On va laisser la parole aux participants qui, j'imagine, auront quelques questions. Et avant ça, je vais poser une dernière question à Rasmé. Rasmé, pendant la préparation des échelons, tu as attiré mon attention sur les particularités entre les petits fonds à impact et les gros fonds
à impact. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? C'est quoi un petit fonds à impact et c'est quoi un gros fonds à impact? Quand on est entrepreneur, comment savoir vers qui il faut se tourner par rapport à l'évolution de son projet, par rapport à l'idée même qu'on a de son projet et au sens qu'on veut apporter à la société avec ce projet-là? OK. Donc, en fait, l'investissement impact, il est, si je peux dire, financé par des institutions ou des personnes qui ont envie de financer autrement. Et très souvent, ce sont aussi des bailleurs de fonds qui ont des objectifs essentiellement de création d'emplois et voilà, de création d'emplois, d'amélioration de l'environnement, de lutte contre la déforestation, etc. Et donc, on a des fonds d'impact qui sont des très, très, très gros fonds d'impact et qui sont davantage, en fait, finalement, des fonds d'infrastructure où c'est en mettant en place ces infrastructures-là vont quasiment exploser certains chiffres, bon, peut-être au détriment d'autres, après ça c'est une discussion, mais en tout cas exploser certains chiffres. Bon, typiquement, on a des fonds qui investissent dans la création de centrales solaires, donc c'est des projets publics-privés. On a des fonds qui investissent dans les sociétés de traitement et de distribution de l'eau. Donc, tous ces besoins essentiels qui manquent parfois dans nos pays. Et donc, ces fonds-là existent et travaillent avec l'État pour pallier justement à ces limites-là. On a aussi tout ce qui est les fonds qui accompagnent les entreprises de l'off-grid. Donc l'off-grid, je m'explique, c'est toutes les sociétés d'installation et de distribution de panneaux solaires pour les ménages et pour les villages, etc. Donc, et on a les petits fonds comme nous qui sont plus côté private equity, donc plus côté entreprise, qui se battent, qui se battent comme on peut et qui créent leur impact à eux. Donc, effectivement, en termes de quantité, en termes de nombre, c'est différent. Mais en termes de qualité, je pense que c'est tout aussi important. Très bien. Merci, Rasmé. Donc, pour vous qui êtes avec nous, il y a Yves qui nous a rejoint tout à l'heure, Amadou, Élisée, Maria. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous pouvez lever la main. En attendant que vous leviez la main pour poser vos questions, je vous informe que BT Connect a une communauté d'entraide, essentiellement constituée d'entrepreneurs. Nous avons actuellement une cinquantaine d'entrepreneurs un peu partout en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne. C'est des entrepreneurs qui échangent très souvent entre eux et qui se partagent des informations capitales pour leur business. Si vous voulez rejoindre cette communauté-là, je vous partage le lien dans le commentaire. N'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez cliquer directement sur ce lien et nous rejoindre sur Slack. Savoir que l'équipe BT Connect aussi est disponible dans ce canal pour répondre à vos questions. Si vous voulez approfondir l'échange que nous venons d'avoir, vous voulez rentrer en contact avec notamment Rasmé qui est avec nous, vous pouvez nous contacter via ce canal-là pour étudier dans quelle mesure nous pourrons vous rapprocher de Komoé Capital où Rasmé travaille. Est-ce que certainement vous ont des questions? On va prendre 10 minutes avant de terminer, de fermer la session. Nous n'avons pas de questions. Du coup, tout a été très clair. Merci à tous d'avoir été là. Merci, Maro. Ah, il y a Élisée qui lève la main. Oui, Élisée, tu peux activer ton micro. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, Élisée. Oui, Bonsoir, très bien. Élisée. Bonsoir. Je suis Élisée Boulumba, je suis un jeune entrepreneur
évoluant au Congo, en RDC. Mhm. En fait, j'aimerais un peu revenir sur la question que j'avais posée autrefois. C'était dans la réunion récente. On a eu toujours avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était la dernière question. Mhm. Et ma question était la suivante. Je ne sais pas si vous accompagnez uniquement les startups ou même si vous accompagnez aussi les personnels, donc des gens ayant des projets qu'ils ont déjà entamés avec leurs propres fonds, mais au fur et à mesure que le projet est en exécution, en fait, la personne se retrouve en manque de moyens pour continuer. Est-ce que vous accompagnez aussi des projets pareils ou bien vous accompagnez seulement les startups dans des projets de transformation? D'accord. Donc, je comprends que la question est particulièrement pour Betty Connect. Alors, on accompagne des startups et des PME. Concernant la situation dans laquelle vous vous trouvez, nous, on va étudier avec vous quels sont le type de financement qu'il faut aller chercher, les financements qui correspondent à votre activité. Après, je pense que c'est une question aussi qui pourrait être posée à Rasmé, puisque nous travaillons aussi pour ce type d'acteurs, pour faciliter l'identification des projets pour ce type d'acteurs. Du coup, Rasmé, je vais te retourner la question. Est-ce que vous investissez dans des projets qui, en cours d'exécution, se retrouvent en difficulté de trésorerie, en difficulté de cash flow? Est-ce que ce type de besoin-là, vous les couvrez en tant qu'investisseur? À chaud comme ça, je ne pourrais pas répondre parce que ça dépend de D'accord. la situation actuelle. Si c'est une entreprise qui est gravement en difficulté, ça peut être compliqué. Après, si c'est une entreprise qui marche très bien, mais qui a des sujets de trésorerie, parce que la trésorerie, elle est tendue et qu'elle ne peut pas aller au-delà de là où elle est, qu'elle a besoin de financement supplémentaire pour grandir, comme il a bien expliqué. C'est clairement dans le cœur de notre mandat. C'est clairement dans le cœur de notre mandat. Et oui, l'investissement en soi n'est pas purement en apport. On fait de la dette aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails un peu techniques, mais voilà, on fait de la dette, court terme, moyen terme, dépendamment du besoin de l'entreprise, du business plan qu'on a finalisé avec l'entrepreneur. D'accord. Donc, vous travaillez même vous concevez même le business plan avec les entrepreneurs. On l'affine. On l'affine D'accord. avec l'entrepreneur. OK, très bien. Merci, Rasmé. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? On a une personne qui a la main levée. Emmanuel Birama, oui, vous pouvez prendre la parole, Emmanuel. Oui, donc bonjour à tous, ou bonsoir, je ne sais pas d'où vous êtes. Déjà, je tenais à remercier Aude pour cette conférence, parce que très honnêtement, quand j'ai vu le titre, ça m'a interpellé. Et c'est via LinkedIn que j'ai découvert Betty Connect et je trouve que c'est un très beau projet et à titre personnel, je t'encourage pour ça. Et je remercie Merci, aussi, je remercie aussi nos participants, notamment Rasmé et Marois, qui nous ont très bien expliqué leur activité. Moi, je voulais revenir sur Komoé. Du coup, adresser une question à Rasmé. Aujourd'hui, en tant qu'acteur acteur accompagnant les PME sur le continent africain, comment vous vous différenciez d'une banque classique, par exemple, sur le continent? J'imagine que par banque classique, tu veux dire banque commerciale. C'est ça, une banque commerciale. Déjà, le mécanisme de financement est différent. Nous, on investit avec d'abord une prise de participation minoritaire dans le capital, avec un mécanisme equity dette, donc capital et puis dette. Donc, comme j'ai expliqué, dépendamment des besoins de l'entreprise,
Donc, il peut y avoir un besoin de financement de campagne, il peut y avoir un besoin de financement de trésorerie à court terme associé à ce besoin de financement pour le développement de l'entreprise. Ensuite, on a une proximité que les banques n'ont pas, clairement. Et c'est aussi relatif justement à cette sélectivité-là. Les banques vont avoir un objectif d'une centaine de prêts par an, voire aussi plusieurs centaines de prêts par an, de types de prêts. Et pour une centaine d'entreprises, et nous, nos objectifs sont complètement différents en termes de nombre. On investit en moyenne dans 2 entreprises chaque année. Donc, l'accompagnement est clairement différent aussi. Donc, on met en place une gouvernance, on met en place ce qu'on appelle des comités stratégiques. Donc, c'est des réunions, des conseils. On est présent au quotidien avec l'entrepreneur selon ses besoins. Et en fait, on fait face aux difficultés, aux réalités et aux succès ensemble. Et la majorité de nos mécanismes de financement sont des mécanismes qui sont risqués, qui sont sans garantie. Les banques vont forcément demander de la garantie et avec une approche win-win. Est-ce que ça répond si on tombe, oui, ça répond ça répond à la question, mais voilà, c'est surtout cet aspect garantie-là, moi, qui m'inquiétait un petit peu, parce que c'est vrai que vu le formalisme de nos différentes entreprises sur place, c'est un peu compliqué. En termes d'évaluation de risque, c'est très compliqué. Et justement, je voulais savoir si Komoé demandait des garanties vis-à-vis de ses partenaires surtout. C'était un petit peu ça aussi, l'objet de la question. Merci, Ramsey. Merci, Emmanuel. Je t'en prie. Ouais. Merci, Emmanuel. Si on n'a pas d'autres questions, on va mettre fin à cette session. Et donc, je vais vous remercier. Je vais remercier tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, Emmanuel même qui vient de participer, Maria, Aurélie, Rasmé aussi. Merci pour ton intervention et tes explications assez claires. Merci Bossé d'avoir été là avec nous. Et on se dit à très bientôt lors d'un prochain événement. Ou sinon, Rasmé, j'oubliais, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant de partir? Non, j'ai un dernier mot. Si tu veux rajouter un dernier mot, je proposerai pareillement à Marois, qui j'espère est toujours avec nous. Je laisse la parole à Marois. Marois, est-ce que tu as un dernier mot à nous partager avant la fin de cet échange? Il me semble que… Ce que je pourrais dire peut-être, si vous êtes entrepreneur à impact, c'est bien de se focaliser sur l'impact social et environnemental, mais il ne faut pas oublier qu'il faut avoir un modèle économique rentable. Et c'est le plus important aussi pour pouvoir toujours générer de l'impact et être durable dans le temps. Et il y a un programme qui est très intéressant qui s'est lancé dernièrement, dans lequel je suis en fait lauréate. Il s'appelle Meet Africa. Et en fait, il aide les entrepreneurs africains qui ont un projet entre les 2 rives, ou bien qu'en Afrique. Donc, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil et pourquoi pas candidater, c'est super intéressant.